J'ai commencé à étudier cette thématique il y a 2-3 ans, au départ pour rédiger certains articles pour des sites de réinformation, puis vu l'ampleur de ce que je découvrais, je me suis dit qu'il y avait matière à faire un dossier, puis carrément un livre. Donc la composition de cet ouvrage, en fait, est la suivante. La première partie, c'est la biographie de George Soros, biographie où j'essaye d'aller un peu plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, et où je montre en fait les ramifications du personnage avec l'ensemble des réseaux de l'hyperclasse mondialiste. George Soros est quelqu'un qui écrit beaucoup sur son action et sur lui-même. C'est quelqu'un d'assez narcissique et orgueilleux, donc il aime à chaque étape de son action laisser une trace, puisque c'est un homme qui est obsédé par l'idée d'influencer l'histoire, de laisser sa marque sur l'histoire. Il le dit lui-même, j'ai une citation de Soros qui dit « J'ai des fantaisies messianiques, des fantasmes messianiques depuis ma plus tendre enfance que je cherche à évacuer et au travers de cette action politique. » Voilà, c'est ce qui lui permet d'évacuer cette pulsion messianique dont il parle lui-même. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est, voilà, à travers cet ouvrage, j'ai voulu faire le tri aussi des informations farfelues qui peuvent apparaître sur Internet, et vraiment ce qui est sourcé. C'est une étude analytique, tout est sourcé, et surtout, bon, actuellement, on nous ressort constamment l'accusation de complotisme. Bon, pour ce qui est de Soros et de son projet, il n'y a pas de complot, puisque tout est dit, rien n'est caché, c'est un projet de société. Voilà. Donc ce que j'ai voulu montrer, c'est les ressorts de ce projet de société, au travers de la biographie de George Soros, du milieu duquel il est issu, du milieu dans lequel il a évolué. Comme je vous disais, oui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de lui-même, donc il aime à se présenter presque comme une personnalité automotrice, quoi, c'est-à-dire qu'il se serait fait lui-même pour devenir un grand financier, le Golden Boy de la finance. Ça, c'est tous les livres sur George Soros qui sortaient dans les années 90. Au moment de ses grands coups financiers, c'était présenté de cette manière. On le présentait vraiment comme un modèle pour la réussite dans la finance. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, dès le départ, va bénéficier de réseaux. Il va être mis en contact avec les bonnes personnes, notamment au sein de la London School of Economics à Londres, qui est une sorte de pouponnière à élite libérale anglo-saxonne. London School of Economics, dont là aussi je retrace l'historique et je montre qu'elle a été fondée à la fin du 19e siècle par les gens de la Société Fabienne. Pour ceux qui connaissent, là aussi j'en parle dans le livre, la Fabian Society, qui est ce club de pensée, un think tank, on dirait de nos jours, de l'élite financière anglo-saxonne, mais de cette élite qui a vraiment une visée cosmopolitique et planificatrice de l'économie, des gens qui travaillent à l'idée de gouvernement mondial, des gens comme par exemple l'écrivain bien connu Herbert Wells sont passés par la Société Fabienne. Herbert Wells qui a écrit un livre programmatique dans les années 30 qui s'appelait Le Nouvel Ordre Mondial. Voilà, au moins c'était clair. Donc ces gens-là, donc tout ce milieu-là qui va former cette école où va passer George Soros, dans laquelle il va nouer ses premiers contacts. Il ira ensuite aux États-Unis, et là, voilà, il se liera avec les réseaux bancaires Rothschild, ce qui va vraiment lui permettre de prendre son essor et de devenir le financier que l'on connaît, et notamment au travers de ce qu'on appelle les fonds d'investissement, les hedge funds, à partir de la fin des années 60-70, début des années 70, et là, il va vraiment... sa fortune va devenir exponentielle, mais ce qui est intéressant pour nous, on va dire, c'est que c'est un milliardaire qui est animé d'une idéologie qu'il cherche à appliquer sur la société. Et ça, c'est, on va dire, la deuxième partie du livre, qui est l'enquête, plus proprement l'enquête sur ces réseaux. Donc, pour appliquer cette idéologie, il a fondé un réseau de fondations qui s'appelle l'Open Society Foundations, donc les fondations pour une société ouverte. Et donc, dans mon ouvrage, je m'applique à étudier certains champs d'action, certains vecteurs principaux de cette Open Society, que sont en priorité l'immigration, le soutien à l'immigration, les questions de société,
notamment le lobbying pour la légalisation des stupéfiants auprès des instances internationales, le lobbying en faveur de l'euthanasie, voilà, toutes les questions de société on va dire, radicale, et aussi évidemment les changements de régime politique, ce qu'on a appelé la méthodologie des révolutions colorées, des révolutions douces, mais qui en fait peuvent aussi être dures, puisque mon postfacier, qui est d'ailleurs ici présent, Lucien Cerise, qui a étudié ça plus en détail encore, c'est sur la question ukrainienne. On voit qu'on peut même utiliser un nationalisme dévoyé ou manipulé pour arriver à ses fins. Bon, en Ukraine, à la fin, était assez lisible, c'est séparer, éloigner la Russie de l'Europe pour éviter que se crée un continuum géopolitique entre l'Europe et la Russie, continuum qui pourrait poser problème à la domination anglo-américaine. Parce que, en fait, c'est aussi ce que je démontre dans ce livre, c'est que les actions de Soros seraient impossibles sans l'appui du département d'État américain, sans cette espèce de fonctionnement bicéphale presque, entre la diplomatie officielle et puis la méthodologie officieuse ou de ce qu'on appelle justement l'utilisation des organisations non gouvernementales. Voilà, donc ces chapitres sur ces vecteurs principaux d'action de l'Open Society, donc je fais le détail de l'Open Society, j'explique toutes les fondations, plusieurs dizaines, officiellement plusieurs dizaines de fondations réparties dans le monde entier, mais en fait beaucoup plus, puisque chaque association est elle-même une pouponnière à toutes sortes d'associations, et ce qui rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire leur but, c'est d'influencer depuis le haut, c'est-à-dire auprès des instances internationales comme l'ONU, jusqu'au plus près du terrain. On le voit bien sur la question migratoire, ou avec la question des no-borders, par exemple, là, une des associations qui finance, qui organise les no-borders un peu partout autour de la crise migratoire. On l'a vu en Italie, on l'a vu à Calais. Voilà, donc une de ces associations est complètement financée par l'Open Society. Et donc leur idée, c'est de faire ce que les mondialistes appellent du glocalisme, c'est-à-dire du global au local, voilà, des champs d'application. Donc je parle pour vous donner une idée, parce que c'est quand même assez vaste, le budget de l'Open Society Foundation pour 2018 était de 1 milliard de dollars. George Soros a investi 14 milliards de dollars depuis la création de l'Open Society. Tout ça, c'est des chiffres qui sont issus des documents de l'Open Society, qui sont trouvables sur Internet. Récemment, en 2017, George Soros a fait don de 16 milliards de dollars de sa fortune, qui s'élevait, je crois, à 25 milliards de dollars, en prévision peut-être de son décès, puisqu'il est quand même assez âgé, il a 89 ans, mais bon, il prépare déjà la succession avec son fils Alexandre Soros, mais aussi avec toute cette machinerie qu'il a lancée, qui va continuer. Pour se faire une idée, par exemple, le budget de l'immigration consacré à la question migratoire en 2018 était de 62 millions de dollars officiellement, mais c'est sans compter les 500 millions promis aux entreprises qui suivraient le plan de l'Open Society, qui suivrait ce plan qui préconise l'intégration de migrants directement dans la société, dans les sociétés hautes, on va dire. Donc, pour savoir, 500 millions. De l'autre côté, on a l'agence européenne Frontex, chargée de protéger les frontières européennes, qui, elle, dispose d'un budget officiel de 300 millions d'euros. Donc, voilà, on a un homme qui, comme il le dit lui-même, est un homme d'État sans État. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui-même s'insère, parce que j'ai voulu montrer à la fois à quel point son rôle était important, mais à la fois finalement comment lui-même était le rouage de tout un système et de toute une école de pensée qui prend ses sources, on va dire, à la fin du 19e siècle et même avant, et puis qui continue, qui se radicalise au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est la partie Open Society, donc les différents vecteurs d'influence. Je parle aussi de l'influence qu'essaye d'exercer l'Open Society sur l'aile gauche de l'Église conciliaire, on va dire, comme par exemple des financements en 2015, lors de la venue du pape François aux États-Unis, l'Open
l'Open Society avait versé 650 000 $ à des associations, à des ONG de l'Église, mais de la gauche de l'Église américaine, afin d'influencer, de préparer la venue du pape François et d'essayer vraiment de le faire entrer dans l'agenda des gens les plus progressistes de manière radicale dans l'Église. Je crois qu'il a versé, voilà, je crois que c'est plus ou moins, on estime à 4 500 000 $ les versements effectués à des groupes catholiques libéraux par George Soros. On voit aussi l'influence sur les questions comme par exemple l'immigration, que le pape François avait proposé un plan en 21 points qui ressemble sur l'accueil des migrants, sur la nécessité d'accueillir les migrants, le fait justement d'arriver à une société ouverte. Ce plan du pape François ressemble beaucoup au plan que Soros lui-même avait proposé dès 2015 et qui a inspiré le plan qu'on appelait le plan Merkel. Donc c'est qui consiste, un plan en 6 points pour le plan Soros, que je détaille là aussi dans mon livre, qui consiste à favoriser l'accueil des migrants depuis même depuis les pays sources, on va dire, jusqu'aux pays hôtes, et de transformer à terme l'Europe en une plateforme, un hub, on pourrait dire, de migration incessante. C'est totalement dans l'esprit du pacte de Marrakech, qui vient couronner toute cette espèce d'assemblage. Donc, pour ce qui est aussi, donc ce livre, comme je vous ai dit, c'est une partie biographie, une partie vraiment très précise sur la méthodologie et l'organisation des réseaux de l'Open Society. Et enfin, vu que le nom de son association, de son ensemble de fondations s'appelle la Fondation pour une société ouverte, je détaille quelle est cette notion. Je fais la généalogie de cette notion de société ouverte. Donc, chez George Soros, chez son mentor Karl Popper, mais aussi chez d'autres sources d'influence qu'on retrouve chez Soros, comme par exemple l'influence d'un anthropologue américain qui s'appelle Gregory Bateson et qui est l'un des pères de la cybernétique. Et donc en fait, avec Popper et Bateson, puis Soros, on voit que le projet de société ouverte se relie vraiment à ce courant qui est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc la société ouverte est un outil, j'appelle ça d'ingénierie sociale planétaire. Le but étant d'arriver à fondre toutes les nations et pour créer en fait, il ne s'en cache pas, pour créer une nouvelle humanité, une humanité débarrassée de ces conditionnements, hérités, de manière à la libérer, à créer un homme nouveau. Donc en fait, c'est toujours le même projet. On pourrait dire que c'est le projet depuis les Lumières, mais qui se réactualise d'époque en époque et qui se radicalise aussi. Donc je montre. Alors là, mon préfacier fait une analogie intéressante avec Lénine. C'est une forme de. Et effectivement, la société ouverte, on peut voir ça comme c'est la forme contemporaine un petit peu de ce qu'il y a eu dans certains courants du communisme. C'est créer une société sans Dieu et en construction permanente et sans nation, l'internationalisme finalement réactualisé. Sauf que là, le vecteur principal, ce n'est plus le prolétariat, c'est l'immigration. C'est l'immigration et comme toujours, le moteur, c'est la finance internationale. Comme là aussi, je fais le parallèle dans le livre, je montre comment les premiers bolcheviks étaient soutenus par des grands milliardaires de l'époque, des Jacob Schiff et autres. C'est la même méthodologie, la méthodologie Soros, c'est la même chose, mais réactualisée d'une autre manière. Et avec ça, c'était Karl Popper, finalement, qui critiquait à l'époque le bolchevisme, mais non pas finalement pour ses buts ou ses objectifs, mais plutôt pour sa méthodologie et la brutalité de ses méthodes. Donc, ce sont des gens qui, Karl Popper proposait une ingénierie sociale progressive, par palier, là où les bolcheviks voulaient transformer la société brutalement et très rapidement. Donc, au final, c'est toujours pour aller dans la même direction. En creusant, donc, on croise, on voit que ces gens, comme le Gregory Bateson et d'autres, donc travaillaient au sein, par exemple, je parle des conférences Macy, qui rassemblaient l'élite de la cybernétique et de l'ingénierie sociale à la fin des années 40, des gens en fait qui se proposaient de réguler les sociétés et les traiter comme des
des systèmes, en fait, hein, non pas comme des organismes vivants, mais vraiment comme des systèmes presque artificiels. Donc ces gens-là ont accueilli avec un grand succès le travaux de l'école de Francfort, qui parallèlement allait aussi dans la même direction et qui a produit par exemple l'étude sur la personnalité autoritaire. Donc la personnalité autoritaire, c'est ce qu'il faut casser en fait, il faut casser le patriarcat et finalement le patriarcat traditionnel où qu'il se trouve en Occident, mais aussi même à l'époque dans les pays d'Europe orientale. Pourquoi George Soros a investi beaucoup, et les réseaux Soros ont investi beaucoup en Europe orientale? Alors évidemment, il y a des raisons d'accaparement purement, de s'accaparer les ressources de ces pays-là, mais il y a aussi une raison idéologique qui était pour eux, ces gens considéraient que le communisme avait dévié de sa mission originelle, et les pays communistes, finalement, étaient devenus des pays, on pourrait dire, nationaux communistes, ou des pays avec une forme de soviétisme très patriotique, ce qui leur posait problème, parce qu'en fait, ça crée un frein à la liquéfaction des rapports internationaux auxquels ils souhaitent arriver, parce que la société doit devenir, pour être ouverte, elle doit devenir complètement liquide. Donc au final, ça c'est aussi une partie du travail qui est plus là j'ouvre sur la fin du livre, mais comme nous sommes dans une assemblée catholique, je peux en parler plus, souvent les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est finalement les sources profondes de la société ouverte, de cette idéologie. Donc je remonte au messianisme et au millénarisme, un millénarisme sécularisé, et en fait à une mystique de la fin de l'État. L'ennemi, ce qu'il faut abattre, c'est l'État-nation. Et finalement, j'ai rapproché de ça en étudiant notamment le philosophe Carl Schmitt, le théoricien du droit international Carl Schmitt, qui parle d'une notion qu'il appelle le catéchone. Le catéchone, c'est en fait une notion qu'il reprend des pères de l'Église, notamment de Saint Paul. Saint Paul parle dans une de ses épîtres qu'avant la venue de l'Antéchrist doit être levé ce qu'il appelle en grec, le mot est catéchone, c'est-à-dire celui qui empêche. Et les pères de l'Église se sont demandé souvent quelle est cette chose qui empêche la venue de l'Antéchrist. Et finalement, Saint Jean Chrysostome et d'autres pères en sont arrivés à l'idée que ce qui empêche, c'était pour eux à l'époque l'Empire romain. Donc en fait, l'Empire romain, c'est l'État. Toutes nos nations sont issues d'une manière ou d'une autre d'une filiation qui remonte à l'Empire romain. Donc l'Empire romain, quand il s'est christianisé, il a été validé, on va dire, par l'Esprit Saint. Et donc ce catéchone est ce qui empêche, donc l'État-nation est le verrou qu'il faut faire sauter pour arriver à cette sorte de parousie mondialiste et d'humanité intégrée dans un unique œcumène et d'une nouvelle humanité régénérée par la fusion dans le métissage généralisé et par une nouvelle noblesse qui émergerait de cette espèce de magma et où les gens comme Soros et ses compères évidemment seraient les phares de cette humanité nouvelle. Donc ce sont des gens qui ont remplacé la transcendance et la tension on va dire sotériologique ou vers l'au-delà par cette forme de millénarisme et de messianisme agressif, d'où cette citation dont je vous évoquais au début de la conférence, de cette citation qui dit « je suis animé de fantasmes et de fantaisies messianiques insatiables ». Voilà, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur ces gens, et je pense que plus ils vont de l'avant dans leurs projets, même au niveau de leur vie, plus ils vieillissent, plus ils se sentent taraudés par cette chose-là, à mesure qu'ils approchent de l'échéance dernière et à mesure qu'ils se rendent compte que peut-être ce projet et leur vie même va se fracasser sur le réel et sur l'au-delà. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est dans le livre.